Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. La suspension au Mali des activités des partis politiques et celle des associations à caractère politique. Une décision prise par la junte qui évoque des raisons d'ordre public. Un nouveau tour de vis qui laisse craindre de nouvelles tensions alors que la transition a officiellement pris fin. L'histoire politique du Gabon retracée à travers une série de photographies. Une exposition a été installée à l'esplanade du Stade de l'Amitié de Libreville. Elle se tient en marge du dialogue national qui suit son cours. Et puis le district d'Abidjan interdit le commerce ambulant et la mendicité. Dans un communiqué officiel, les autorités locales disent vouloir lutter contre le désordre urbain et assainir le cadre de vie. Mais tout d'abord, mobilisation de l'opposition au Togo, une manifestation maintenue malgré l'interdiction des autorités prononcée ce 10 avril. Une décision prise pour non-respect de la loi sur les manifestations publiques. L'opposition, rappelons-le, avait annoncé 3 jours de manifestation dans un contexte de tension politique. Tension marquée par l'adoption de la nouvelle constitution, un texte vivement décrié par l'opposition qui fait basculer l'actuel régime présidentiel en régime parlementaire. Face à de telles contestations, les élections législatives et régionales ont été une nouvelle fois reportées. Le temps pour les députés de mener des consultations sur la nouvelle constitution. Initialement prévues le 20 avril, ces élections se tiendront finalement le 29 du même mois. Au Mali, les autorités ont décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques et celles des associations à caractère politique. Le gouvernement de transition évoque des raisons d'ordre public, une décision qui pourrait faire émerger de nouvelles tensions après la fin officielle de la période de transition. Bon nombre de formations politiques avaient qualifié cette situation de vide juridique et institutionnel. Samantha Sabirou-Sabong. Au Mali, les activités des partis et associations politiques ont été suspendues par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a annoncé le 10 avril 2024 un décret mettant fin aux activités des partis politiques pour des raisons de maintien de l'ordre public. Le motif, certes légitime et compréhensible de maintien d'ordre public, ne peut cependant pas justifier une décision de taire toute opposition. Bannir, suspendre les activités associatives, politiques et partis politiques s'apparente clairement à supprimer toute opposition. Et le timing est important, car les militaires au pouvoir étaient censés organiser des élections au plus tard le 26 mars. Certes, de par la tendance actuelle dans la sous-région, ils ont le soutien d'une bonne partie de la population. Mais ce genre de décision peut remettre en cause leur intention et affecter leur légitimité. Le colonel Maïga a justifié la suspension des partis en invoquant un dialogue national initié le 31 décembre 2023 par le colonel Assimi Goïta. Le lancement de ce dialogue ainsi que le non-respect de l'échéance du 26 mars ont donné lieu à des discussions jugées stériles. Depuis le mois de décembre 2023, 5 associations ont déjà été suspendues par les autorités de la transition. L'opposition est l'expression même de la démocratie. Ce genre de décision peut très facilement déboucher sur des dérives dictatoriales. Le gouvernement doit donc faire très attention en prenant ce genre de mesures afin d'éviter au Mali de replonger dans une instabilité plus accentuée. Cette décision intervient dans une période de tension et de contestation menée par des partis politiques et des organisations de la société civile. Rappelons que le 31 mars 2024, plus de 80 partis politiques et associations avaient réclamé la tenue d'une élection présidentielle au Mali et la fin de la transition prévue le 26 mars 2024. En effet, au regard de 2 décrets de février et de juin 2022 pris dans le cadre de la révision de la charte de la transition et en fixant la durée, la transition militaire devrait s'achever le 26 mars 2024. Et sans surprise, les partis politiques et les organisations de la société civile sont montés au créneau contre cette décision des autorités maliennes. Elles dénoncent, je cite, une dictature rampante.
Le Gabon renforce ses liens avec la Côte d'Ivoire. Le président de transition Brice Oligui Nguema est arrivé à Abidjan ce jeudi. Parmi les temps forts de son séjour, une visite au Centre national de recherche agronomique prévue ce 12 avril. Nous retrouvons sur place notre correspondante Marcel Kouassi. Le général Brice Oligui Nguema, président de la transition gabonaise, effectue une visite de travail en Côte d'Ivoire du 11 au 13 avril 2024. Cette visite de travail revêt une grande importance en termes de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. La coopération économique, les investissements bilatéraux, la sécurité régionale et la lutte contre le changement climatique sont au menu de ces échanges entre le chef de l'État gabonais et le président ivoirien Alassane Ouattara. Cette visite de travail du président de la transition inclut l'exploration du savoir-faire agricole ivoirien au Centre national de recherche agronomique CNRA, ce qui pourrait ouvrir la voie à des échanges d'expertise et de technologie dans le domaine agricole entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, dans un contexte où l'agriculture joue un rôle crucial dans le développement économique et social des deux pays. Par ailleurs, la rencontre avec les communautés gabonaises résidant à Abidjan permettra au président de la transition de témoigner de son soutien et du renforcement des liens entre les communautés gabonaises vivant en Côte d'Ivoire, favorisant ainsi la relation fructueuse et durable entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, Marcel Kouassi, Esther Conan pour Africa 24. Et direction le Gabon, justement, où le dialogue national inclusif se poursuit. Lancé ce 2 avril, ces consultations doivent préparer le terrain pour l'organisation d'élections d'ici 2025. Des travaux cruciaux, donc, pour l'avenir du pays et qui donnent aussi l'occasion de revenir sur son histoire. Une histoire que les Gabonais sont invités à redécouvrir grâce à une exposition de photographies installée à l'esplanade du stade de l'Amitié de Libreville. Reportage de notre correspondant Joseph Moifou. La tenue du dialogue national inclusif est aussi l'occasion idoine pour les organisateurs de faire connaître au maximum de personnes l'histoire de ce pays d'Afrique centrale. À travers l'exposition d'une série de photos de personnages et grandes figures qui ont façonné le Gabon depuis son fondement en 1849, les participants à cette grande concertation nationale se sentent connectés à l'histoire de leur pays. Derrière chaque photographie se cache un récit, celui du Gabon. C'est vraiment quelque chose de merveilleux d'arriver déjà à cet événement historique et qu'à l'accueil, nous puissions voir cette exposition. Vous voyez tous les monuments, les personnages importants de l'histoire de notre pays. C'est vraiment réconfortant de pouvoir vivre ça. Lorsqu'on regarde les photos du premier président Léon Mba, j'étais déjà pas né. Ces anciennes photos de l'ex-président M. Omar Bongo Ondimba, tu sens que c'est vraiment, j'étais pas encore né. Je découvre à quoi ressemblait la marine avant. Donc ça fait vraiment plaisir. Certaines de ces images, ou presque toutes, font incontestablement partie des moments les plus significatifs de l'histoire du Gabon. Certaines même sont des moments émouvants et d'autres sont très révélateurs. De Léon Mba à Omar Bongo et d'autres acteurs qui ont marqué l'histoire du pays. Ceux qui passent par là ne manquent pas de s'arrêter un instant et de rendre un vibrant hommage à ces grands hommes qui, par leur amour et leur patriotisme, ont posé les fondements d'une république unie, indivisible et d'une nation libre. Comme vous voyez ici, cette photo-là, par exemple, c'est le dialogue de 90. On a le feu président Omar Bongo avec le monseigneur Basile Mbé. Et donc cette photo-là, aujourd'hui, c'était déjà le premier dialogue inclusif de l'époque. Et celui-là, ça va être notre deuxième vrai dialogue inclusif aussi. Quand je regarde bien ces panneaux qui traitent le problème de notre pays, je suis ému. Et ce qui me touche le plus, c'est que de tout cela, on ne peut plus retrouver la vraie histoire de notre pays, sauf là, ce bâtiment-là. Il est historique. C'est le seul bâtiment qui a résisté face aux tempêtes de destruction de notre pays. Et je suis très ému. C'est le seul bâtiment qui n'a pas changé et qui fait l'histoire de notre pays. À travers ces photos installées à l'extérieur du stade de l'Amitié de Libreville, les participants au dialogue national inclusif ont la possibilité de redécouvrir l'histoire de l'évolution du Gabon et les hommes qui ont marqué par leur patriotisme et leur engagement à la construction d'une patrie.
Et rappelons que ces travaux ont repris ce jeudi après une brève interruption. Ils regroupent 676 participants, parmi lesquels des personnes de la diaspora invitées à présenter leurs propositions pour la construction d'un Gabon prospère, prospérité qui passe notamment par l'autosuffisance alimentaire. Retour à présent sur la visite de Charles Blé Goudé au Cameroun. Au programme de son séjour, une conférence donnée à Yaoundé le 8 avril. L'occasion pour l'ancien ministre de la Jeunesse de revenir sur son expérience devant la Cour pénale internationale, une institution souvent critiquée par plusieurs dirigeants africains. À l'instar du leader du COJEP, certains se sont interrogés sur son impartialité. Philippe Acquois. Le 8 avril 2024, l'Ivoirien Charles Blé Goudé a pris la parole lors d'une conférence publique à Yaoundé au Cameroun, mettant en lumière ses préoccupations concernant la Cour pénale internationale, CPI. Il a critiqué ce qu'il perçoit comme un traitement discriminatoire des dirigeants africains par cette institution judiciaire internationale, soulignant que la CPI cible principalement les politiciens africains qui s'opposent à certains intérêts sur le continent. Ayant lui-même été détenu pendant 8 ans par la CPI, avant d'être acquitté en mars 2021, Blé Goudé a partagé son expérience pour illustrer ses critiques. La justice internationale, sa mise en place a été motivée par une belle intention. Rendre responsables ceux qui commettent des crimes. La question c'est pourquoi seulement l'Afrique ? Son plaidoyer en faveur de l'autonomie africaine s'est également manifesté lors de ce discours. Charles Blé Goudé a appelé à une plus grande responsabilité des dirigeants africains envers leurs propres citoyens, soulignant l'importance pour l'Afrique de se libérer de toute dépendance envers les puissances étrangères. Pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer avec ses propres paradigmes? Pourquoi chercher un pôle et ne pas chercher à être le pôle aussi? Voici un continent. Tous les économistes sont d'accord là-dessus. Qui est un continent d'avenir. La question, c'est l'Afrique est un continent d'avenir pour qui? Ces idées reflètent son engagement politique au sein du Congrès panafricain des jeunes et des patriotes COJEP, mouvement qu'il a fondé en 2006 et qui se prépare à participer pour la première fois à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, prévue pour 2025. En tant qu'acteur de la politique ivoirienne et du panafricanisme, Charles Blé Goudé incarne une voix forte pour la jeunesse et les patriotes africains aspirant à un changement significatif sur le continent. Après les inondations à répétition, l'heure est à la reconstruction en Afrique du Sud. Les autorités ont débloqué 372 millions de rand pour la réhabilitation d'infrastructures. Cette province aurait été ciblée, notamment celle du KwaZulu-Natal à l'est. En 2022, les intempéries avaient fait plus de 440 morts dans cette même province. Les détails avec Amenechi. Depuis mars 2024, le Trésor national sud-africain a débloqué 372 millions de rands dans le cadre de la subvention municipale d'intervention en cas de catastrophe pour venir en aide aux sinistrés de ces inondations récentes. La priorité devrait aller aux municipalités qui sont sur la côte est, donc sur l'océan Indien. Les municipalités côtières font face à de fortes inondations qui dégradent tous azimuts, beaucoup d'infrastructures. Donc, non seulement il y a ça, il y a aussi la sécheresse qui vise des zones humaines. Prioritairement, il faut privilégier ceux qui peuvent tout de suite mourir des effets de fortes pluies. Selon le ministre de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles, Tembin Kadimeng, ces fonds serviront à la réparation urgente, à la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures. Par ailleurs, 199 projets dans les municipalités de cette province ont déjà été approuvés pour une allocation totale d'environ 372 millions de rands. Je pense aussi qu'il faudrait intervenir dans le domaine de l'énergie verte, faire en sorte que certaines municipalités soient déplacées et donc ça demande un autre fonds. Les 1800, presque 2 milliards de rands ne suffiront donc plus à entretenir le déplacement des localités pour mettre à l'abri premièrement les gens et puis penser à une énergie plus verte. Afin de garantir une transparence dans l'usage des fonds, l'attribution des subventions s'accompagne de mesures strictes de déclaration et de conformité, notamment des rapports mensuels, trimestriels et annuels. Pendant que les autorités affirment que ces catastrophes sont liées au changement climatique, certains habitants imputent l'ampleur des inondations aux infrastructures insuffisantes.
Interdire le commerce ambulant pour lutter contre le désordre urbain, c'est la mesure prise par les autorités du district d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais cette solution est loin de faire l'unanimité. Certains économistes plaident plutôt en faveur d'une structuration de l'économie informelle qui occuperait plus de 90% de la main-d'œuvre. Esther Conan. À Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, les voies et les rez-de-chaussée sont bondées de vendeurs ambulants et de mendiants. Une pratique récurrente qui, pour le gouvernement, fait office de désordre urbain. En vue d'assainir le cadre de vie et assurer une meilleure fluidité routière dans la capitale économique, les autorités du pays ont formellement interdit le commerce ambulant sur les grandes artères et la mendicité. Un décret mitigé pour la population ivoirienne. Le gouvernement a un peu tapé fort concernant les vendeurs ambulants. Parce que ces gars-là nous permettent d'avoir des petits trucs comme les lotus, de l'eau, les écouteurs. Sinon, concernant les mendiants, je trouve que c'est une très bonne solution de la part de l'État. Une situation mal vécue par les vendeurs ambulants et les mendiants qui demandent l'appui du gouvernement. Depuis quelques jours, on ne fait que nous chasser et nous poursuivre. Bon, on ne sait pas pourquoi, puisque c'est dans ça on se cherche. C'est dans ça aussi on fait tout. Bon, si de là on nous dit de laisser, bon, c'est un peu compliqué. Voilà, si on va devoir laisser la route, pour ne pas vendre la route, bon, on demande pardon au gouvernement, puisqu'ils n'ont qu'à chercher au moins une place, au moins quelque chose pour nous qu'on puisse faire. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Avec 10 000 ans. Ça me fait mal. Là où on était, ils ont tout cassé. Je n'ai nulle part où aller et les cautions des maisons sont tellement élevées que je ne peux pas payer. Même un endroit pour faire le commerce, je n'en ai pas. Je demande à l'État de m'aider. En Côte d'Ivoire, l'emploi informel représente plus de 90% de la force de travail et 51% du PIB. Ce décret a pour objectif de faire baisser ce taux d'informalité et réguler le désordre urbain dans la capitale économique ivoirienne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.